Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont adopté le projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de notre République. Un texte qui répartit les différents niveaux de compétences entre les échelons de notre territoire, régions, départements, intercommunalités, mais aussi communes. Rappelons que la semaine dernière, sénateurs et députés réunis en commission mixte paritaire s'étaient mis d'accord sur un texte commun. Cela après 6 mois de débats enflammés, après 6 mois de navette parlementaire, la colère de nombreux sénateurs, la colère de nombreux élus locaux. Enfin, le Parlement parvenait à se mettre d'accord. En effet, le Sénat d'ailleurs a réussi à obtenir un certain nombre de compromis en sa faveur, avec notamment le seuil des intercommunalités qui va rester à 15 000 habitants. Rappelons que les députés, eux, voulaient un seuil des intercommunalités fixé à 20 000 habitants. Les sénateurs, au départ, voulaient un seuil fixé à 5 000 habitants. Ce sera donc finalement 15 000, mais avec de nombreuses dérogations qui vont donc prendre en compte les spécificités des territoires ruraux. Autre modification importante au fil des mois, le maintien bien sûr du département qui sort même renforcé dans ses compétences de proximité. Enfin, autre point essentiel pour les sénateurs, les conseillers communautaires ne seront pas élus au suffrage universel. C'était un point essentiel pour la Haute Assemblée qui voyait là une possible disparition de la commune. Tout de suite donc, retour à l'adoption de ces textes. C'était hier au Sénat. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le co-rapporteur, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République qui a été déposé sur le bureau du Sénat il y a un peu plus d'un an, le 18 juin 2014. L'objectif principal du projet de loi NOTRe est la clarification des compétences des collectivités territoriales. Et le rapporteur Jean-Jacques Hyest et votre serviteur, nous avons très vite participé à une rencontre organisée sous l'égide du président du Sénat pour précisément clarifier entre les trois associations généralistes de collectivités territoriales, l'ARF, l'ADF, l'AMF, notre commun souci de, non pas de révolutionner la répartition des compétences, mais de la clarifier, de la rationaliser afin d'optimiser la mise en œuvre des politiques publiques. Je peux dire que nous nous sommes attachés à cet objectif avec une grande constance. Et je peux dire aussi que si la commission paritaire a pu se dérouler de la manière que l'on sait, cela doit aussi beaucoup, j'ai parlé du président du Sénat, je voudrais dire que cela doit aussi beaucoup au Premier ministre, parce que le Premier ministre et bien sûr les membres de son gouvernement, parce que je ne connais pas beaucoup d'exemples, mais je suis qu'un jeune sénateur, où précisément un Premier ministre vient au Sénat, qui plus est dans des moments où certains faisaient des déclarations sur la portée exacte de l'article 24 de la Constitution, pour dire qu'effectivement, c'était au Sénat de se saisir de sa force de proposition. Et enfin, je voudrais dire, pour que les choses soient claires également, que ça n'a pas été simple non plus du côté des discussions, et j'en remercie très fortement Jean-Jacques Hyest là aussi, des discussions qui ont eu lieu entre Olivier Dussopt et Jean-Jacques Hyest pour faire avancer les choses. Alors, les résumés, le voici. Je crois que c'est Gide qui disait « Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ». Regardons un peu les différentes collectivités territoriales et constatons collectivement comment les choses ont pu cheminer. Et sur la région stratège, je reprends le terme du président Raffarin, sur la région stratège, même si les strates existent depuis 1983, même si Madame Voynet est passée par là, ces documents schémas régionaux d'aménagement du territoire, comme les documents sur les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, aujourd'hui, si utile soit la démarche participative, étaient privés
d'une portée pratique qui était l'opposabilité. Le Sénat s'est beaucoup battu, Monsieur Hyest, vous en savez quelque chose, pour que le texte, et j'en remercie Olivier Dussopt, le rapporteur de l'Assemblée nationale, retienne sur ce point deux demandes qui avaient été fortement appuyées également par mon collègue Mercier et ma collègue Valérie Létard, c'est-à-dire les demandes portant sur la coproduction d'une part, et deuxièmement, les demandes portant sur la possibilité, à l'initiative bien sûr des territoires, la possibilité de rendre possible la mise en vigueur des dispositions d'un SRAT par une voie contractuelle pour le décliner selon les territoires. Eh bien, nous avons veillé, et je vous en donne acte, Monsieur Hyest, à ce que ce soit repris dans le texte, comme j'en donne acte aussi à Olivier Dussopt sur ce point. Donc, cette importante question du SRADET, de la coélaboration, de la possibilité de contractualiser la mise en œuvre avec les EPCI s'est trouvée réglée de la plus belle des manières, selon moi. Sur la compétence économique des régions, point important, là aussi l'ambiguïté était entretenue. Le gouvernement a eu raison d'insister sur la nécessité, les rapports Kéran et autres le montraient, la nécessité au niveau notamment de la définition des aides économiques d'unifier la compétence régionale. Et donc, saluons quand même le cap qui a été tenu en matière de rationalisation des aides économiques et en même temps, là aussi, rappelons que les équilibres qui étaient contenus dans la loi MAPAM, dont il faut bien dire, parce que les gens oublient, qu'elle n'aurait jamais été votée par cette Assemblée si une majorité dépassant les clivages traditionnels ne s'était pas trouvée à l'époque. Monsieur Hyest, Donc, eh bien, là aussi, notons que des progrès substantiels ont pu être faits dans le texte. Moi, j'en remercie bien sûr le gouvernement. J'ai une déception, je l'ai dit avec tact et ménagement, j'ai une déception, moi, sur le fait qu'on prend le problème comme on veut. Ce n'est pas un texte de décentralisation. Et je le dis parce qu'il ne faut pas faire aboyer les chats. Et il est évident qu'il y avait deux endroits dans le texte où un progrès de la décentralisation était envisageable. C'était sur le service public de l'emploi. Et Dieu sait que ça a été plaidé par les sénateurs. Ça n'a pas été repris. De la même manière, et Monsieur le Président de région, que vous avez été, Michel Delbarre, vous vous en souvenez, de la même manière, on souhaitait également que les régions soient plus associées à la définition des cartes de formation supérieure, ne serait-ce que pour éviter la programmation d'investissements immobiliers qui soient ensuite contredits par la réalité de la mise en place des services publics de l'éducation nationale. Sur ces deux points, nous sommes partiellement satisfaits puisque nous avons obtenu de haute lutte la mise en place d'un système qui obéit encore à la délégation. Mais je suis comme vous, Madame Lebranchu, je me dis, engrangeons cette expérience, faisons-la vivre et essayons ensuite de progresser. Les départements, on ne reprend pas le film, surtout ici, sur tous les bancs. On sait très bien, le Premier ministre, à la même tribune, s'engageant à faire avancer la thèse dite de la dévitalisation. On sait très bien qu'on est arrivé à un équilibre qui, là non plus, n'est pas parfait, mais on sait aussi très bien que sur la question transport scolaire ou port intérieur, par exemple, la question a quand même été posée à qui de droit et elle a reçu la réponse port intérieur. De la même manière, je pense que biscuit avalé n'a plus de goût, mais rappelez-vous quand même les avancées du gouvernement et du Premier ministre sur les collèges d'abord, sur les routes également, ce qui donne, Madame, à ce que je crois être une des avancées principales de votre texte, du texte sur le département. On verra un jour
que la notion de solidarité territoriale reconnue au département, quand on aura passé les préaux électoraux, on se rendra compte qu'elle contient en germe probablement plus de latitude d'action que la fameuse compétence générale dont tout le monde sait qu'elle était très corsetée par la loi et la jurisprudence. Enfin, et je termine par là, parce que c'est normal, et moi j'avais voté dès la deuxième lecture avec le rapporteur, pas seulement parce que la commission des lois m'avait fait l'honneur de me conserver coprésident, ce qui est un honneur quand on travaille avec Jean-Jacques Hyest, mais précisément parce que j'étais attaché à ce que les 3 fameux chiffons rouges soient retirés du texte. Et je remercie le gouvernement, les ministres, le Premier ministre. En ce qui concerne la création du Haut Conseil des territoires, dont j'ai dit en son temps qu'il ne devait rien à une initiative de la ministre, mais à des velléités qui venaient de l'Assemblée. L'élection au suffrage universel direct des conseillers intercommunaux. Moi, je pense qu'on a eu un débat ici assez intéressant qui montre bien que le jour où la question doit être posée, elle doit l'être par la révision constitutionnelle. Et on a ensuite dit très clairement ici, dans cette enceinte, ce qu'on avait déjà dit au moment de l'examen de la loi MAPAM, que le Sénat était attaché à ce qu'il n'y ait pas de changement sur ce point. Enfin, ça aurait été bête, Madame la Présidente, qu'un an après le vote de la loi Allure, on revienne sur la majorité du plus. Eh bien, il n'en est rien. Donc voilà pourquoi je suis très content qu'avec un concours remarquable de 2 grands rapporteurs que sont M. Dussopt et M. Hyest, on ait pu obtenir un tel résultat. Merci beaucoup, Monsieur Van Dieren. Donc, Monsieur Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en abordant à la fin de l'année dernière l'examen du projet de loi sur le regroupement des régions, puis celui portant nouvelle organisation territoriale de la République, et d'après les déclarations du gouvernement, les intentions étaient assez évidentes, et je vous renvoie à l'étude d'impact. Disparition ou évaporation des départements à terme, et la montée en puissance des intercommunalités avec l'idée de vider les communes de leur substance. C'est plus le cas, mais c'était le cas. Et il n'y a qu'à lire encore quelques propos théoriciens cet après-midi dans un journal de l'après-midi pour démontrer que certains n'ont pas abdiqué. Le Sénat, lui, s'appuyait sur les travaux des États généraux de la démocratie locale. Et sur le rapport, dit Cratinger-Raffarin ou Raffarin-Cratinger, comme vous le voudrez, approuvé unanimement par notre Assemblée. La responsabilité institutionnelle du Sénat vis-à-vis des collectivités locales, que certains persistent à contester, et en plus quand on voit les déclarations de certains absolument étonnantes, nous faisait le devoir de clarifier la compétence des différents niveaux de collectivité. À la région, les compétences économiques, comme vient de l'expliquer René Van Dieren, donc, la formation, l'aménagement du territoire et les transports. Et nous l'aurions espéré, même s'il y a un embryon, une décentralisation de l'enseignement supérieur et de l'accompagnement vers l'emploi. Au département, la proximité, et pas seulement les compétences sociales, les routes et les collèges, et même les ports maritimes, en faisant la trame solide, à laquelle on doit ajouter, comme vous l'avez noté, la solidarité territoriale. Comme vient de vous le préciser mon co-rapporteur René Van Dieren, donc, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en pleine confiance, le Sénat a été largement entendu sur ce point. Pour le bloc commune-intercommunalité, la position du Sénat, comme celle de l'Association des maires de France, a toujours été constante.
Oui au développement de l'intercommunalité volontaire. Non à la supracommunalité imposée, porteuse de la disparition des communes, qui, quoi qu'en pensent certains théoriciens, constitue la richesse de notre démocratie, avec ses 500 000 élus et le maintien du lien social menacé par la métropolisation outrancière et l'abandon des territoires ruraux ou périurbains. Existe donc, mes chers collègues, la folle idée de faire élire spécifiquement les élus des intercommunalités, le système actuel étant bien que ce soit les citoyens des communes qui désignent leurs représentants par commune. Le Sénat n'aurait pu transiger sur ce point, comme pour le cas des PLU intercommunaux. À ce stade, de nombreuses questions se posaient. Si le Sénat était ouvert à une évaluation de la loi de 2010, il ne souhaitait pas bouleverser totalement la carte de l'intercommunalité, tant celle-ci a été parfois difficile à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire métropolitain. L'objectif premier était de diviser par 2 le nombre des intercommunalités, sans tenir compte de la diversité des territoires. Même si la majorité de l'Assemblée nationale s'accrochait au seuil de 20 000 habitants, et pour calmer la colère des territoires ruraux, la réelle colère des territoires ruraux, un certain nombre de dérogations, zones de montagne, îles, faible densité démographique ont été consenties, ce que le Sénat avait bien sûr intégré dans ses réflexions. Aussi imparfait soit-il, et comme l'avaient suggéré d'ailleurs nos collègues socialistes et centristes, le seuil de 15 000 habitants a paru plus acceptable à la commission mixte paritaire. Je rappelle que 57 départements sont désormais exclus du fait du seuil de 15 000 habitants et des dérogations. De même que les intercommunalités comportant la moitié de communes de montagne et pas la totalité, comme l'avaient voté les députés. À titre personnel, je regrette qu'on ait pu traiter les cas des départements comportant une zone rurale importante avec une partie agglomérée concentrée. Il appartiendra aux commissions départementales de coopération intercommunale et à la sagesse des préfets de tenir compte de ces spécificités pour ne pas aboutir à des impossibilités totales. Pour les intercommunalités récentes, je le rappelle, de surcroît, le seuil de 12 000 habitants a été par ailleurs retenu. On ne remet pas en cause les fusions intervenues après 2012 comportant 12 000 habitants. Beaucoup d'improvisations ont hélas émaillé des lectures successives et on a vu sortir comme ça un certain nombre de nouvelles notions qui n'avaient pas été discutées, et particulièrement en ce qui concerne les compétences. Si la sagesse a prévalu pour le tourisme, compétences partagées sans suprématie de la région, on ne peut pas en dire du reste. Si tous conviennent que les déchets doivent être une compétence intercommunale, et même si nous souhaitons une diminution des syndicats intercommunaux, nous l'avons dit et répété, une évaluation sérieuse devrait être menée et l'horizon de 2020 doit permettre de faire évoluer la question de l'eau et de l'assainissement pour les communautés de communes comme d'agglomération. Il faut souligner aussi l'introduction de diverses mesures destinées à faciliter le fonctionnement des collectivités, reprenant largement les dispositions de la proposition de loi de notre collègue Doligé sur la simplification. Je ne cacherai pas, enfin, la déception que l'on peut ressentir sur la dernière version adoptée par l'Assemblée nationale sur la métropole de Paris. Sans revenir sur les péripéties de la loi MAPTAM à ce sujet, on ne peut que regretter que la position équilibrée du Sénat sur ce sujet ait été balayée pour des raisons qui ne tiennent certainement pas ou guère à l'intérêt général. Je suis convaincu que nous aurons à revenir sur ce sujet, d'autant que le texte comporte une disposition inouïe sur la désignation des représentants de la ville de Paris au Conseil de la métropole, méritant un examen par le Conseil constitutionnel. Et je comprends la colère de nos collègues de Paris et des départements de la petite couronne francilienne. Mais la question principale est celle-ci. Le Sénat a-t-il rempli son rôle constitutionnel? Je réponds oui.
dans la mesure où, sans accord de la commission mixte paritaire, les dispositions dont nous ne voulons à aucun prix auraient été votées. C'est vrai pour le Haut Conseil des territoires, pour l'élection des délégués communautaires et du seuil des intercommunalités et de leurs compétences. Nous espérions, Madame le ministre, Monsieur le ministre, une grande loi de décentralisation. Elle est encore à faire. Mais le Sénat a, semble-t-il, permis de stabiliser les divers niveaux de collectivités locales. Et même si certains peuvent être tentés par une opposition totale à ce projet, et veuillez m'excuser, c'est se donner le beau rôle parfois, je crois que la sagesse du Sénat a prévalu, grâce notamment au président de la commission des lois et au président du Sénat qui s'est fortement engagé pour faire aboutir un compromis raisonnable. Et c'est pourquoi, pour notre institution, le Sénat, comme pour l'avenir de nos communes, de nos départements et de nos régions, je vous invite à l'approuver, sans enthousiasme, certes, mais en prenant nos vraies responsabilités. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Bas, président de la Commission des lois. Pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les ministres, je voudrais d'abord saluer le travail remarquable accompli par nos deux rapporteurs, Monsieur Van Dierendonck et le président Jean-Jacques Hyest. Ils ont travaillé dans le meilleur esprit sénatorial, non pas pour la recherche d'un compromis à tout prix, mais pour la quête persévérante de ce qui est juste et de ce qui est bon pour le service de nos concitoyens et l'équipement de nos territoires. Et je crois que cet esprit qui a été à l'œuvre dans leur travail, c'est le meilleur esprit sénatorial. C'est-à-dire, en quelque sorte, la transposition de la démocratie municipale au plan national, par l'écoute, le respect et la sincérité. Il est vrai qu'avec ce texte, nous revenons de loin, et même de très loin. Notre ambition, au Sénat, était de remettre cette réforme d'aplomb. Si nous n'y sommes pas totalement parvenus, reconnaissons que nous avons fait beaucoup de chemin en ce sens. Souvenons-nous, en avril 2014, le nouveau Premier ministre proclamait son intention non seulement de faire des grandes régions, mais aussi de supprimer les départements. Dans les semaines qui ont suivi, s'étant sans doute rendu compte qu'il n'avait pas les moyens politiques de réviser la Constitution, il a renoncé à la suppression des départements. Pourtant, les textes adoptés au Conseil des ministres du 18 juin 2014 portaient encore fortement la trace de cette intention, puisque celui dont nous discutons aujourd'hui visait rien moins qu'à vider le département de sa substance en prévision de sa disparition ultérieure, qui était inscrite dans son exposé des motifs. Au cours de l'été 2014, on a entendu tout et son contraire. On allait créer des fédérations d'intercommunalités pour reprendre les compétences départementales. On allait peut-être maintenir les départements ruraux. On s'interrogeait sur le rôle des caisses d'allocation familiale à l'avenir pour reprendre les compétences sociales des départements. Et dans ce véritable concours l'épine de la réforme territoriale, plus personne n'y comprenait rien, si bien que, peu après son élection à la présidence du Sénat, le président Gérard Larcher a jugé indispensable que le Premier ministre vienne clarifier sa démarche devant notre Assemblée, ce qui fut fait le 28 octobre dernier, date à laquelle il était devenu clair que le gouvernement n'avait plus l'intention de s'inscrire dans la perspective
de la disparition des départements. Et à partir de ce moment-là, le débat entre nous pouvait s'engager. Car les uns et les autres, nous étions rentrés dans un processus pour lequel il pouvait y avoir des différences, certes, mais qui n'était pas un processus dans lequel des oppositions fondamentales de principe étaient mises en avant. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous avons pu cheminer avec nos deux rapporteurs, pourtant issus de groupes politiques différents, pour essayer de se rapprocher d'un compromis. Ce compromis, c'est le refus de l'évaporation des compétences départementales par le haut, par aspiration par les régions, non pas dans l'intérêt des régions d'ailleurs, mais juste pour préparer la suppression des départements, car les régions n'ont pas intérêt à multiplier les compétences de maintenance, de proximité, qui sont celles des départements. Elles doivent se consacrer à la stratégie, à la politique de développement économique et d'aménagement du territoire. Aspiration par le bas avec les intercommunalités, lesquelles ne peuvent pas assurer la solidarité des territoires de la même façon que le département. Et puisque tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait renoncer à cette double aspiration des compétences départementales vers le bas et vers le haut, un accord devenait possible. Il faut reconnaître que le texte qui nous est soumis aujourd'hui comporte de réelles avancées qui, d'ailleurs, permettent de considérer qu'il n'a plus rien à voir avec le texte adopté au Conseil des ministres le 18 juin 2014. Les départements conserveront non seulement les politiques de solidarité, la solidarité territoriale, mais aussi les infrastructures routières, les collèges, la politique du tourisme ou du numérique, les ports s'ils le souhaitent. Et tous ces éléments sont extrêmement importants pour permettre aux départements de conserver leur vitalité, leur avenir, leur capacité d'investissement. Songez que dans une région comme la Normandie aujourd'hui, l'investissement, c'est à 60% le fait des départements et à 40% seulement le fait des deux régions. Nos régions portent la trace des établissements publics régionaux de 1972. Ce sont des collectivités fragiles et faibles. Il ne suffit pas de les avoir regroupées pour les rendre fortes. Et aujourd'hui, faute malheureusement que le gouvernement ait accepté de réelles mesures de décentralisation en faveur de régions, elles ont beau être agrandies, elles n'en sont pas moins faibles comme elles l'étaient jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une grande supercherie à vouloir faire passer ces régions, ces grandes régions, comme une innovation puissante au service de nos concitoyens, tant qu'une vraie réforme de décentralisation pour l'emploi, pour la carte de l'enseignement supérieur, sans doute pour d'autres compétences que l'État exerce mal aujourd'hui et qui pourraient être utilement déléguées aux régions, soit enfin envisagée et réalisée. On peut dire aujourd'hui qu'avec ce texte, le pire a été évité, mais beaucoup reste à faire pour que les régions françaises puissent réellement se prévaloir d'être des régions non seulement de taille européenne, mais des régions de puissance européenne, capables de parler d'égal à égal avec les régions frontalières qui sont en face d'elles. À quoi sert une grande région si elle est dépourvue de moyens? Je dois dire, Madame la Ministre, que l'improvisation qui règne actuellement au niveau gouvernemental sur les futures ressources qui seraient transférées aux régions me laisse perplexe et m'inquiète comme beaucoup d'entre nous. Car s'il s'agit de déshabiller Pierre pour habiller Paul, en prenant à des collectivités qui gardent, je l'ai démontré, la plupart de leurs compétences, une partie de leurs ressources, pour les affecter à une région qui n'en gagne aucune, alors on n'aura certainement pas progressé sur la voie de l'efficacité de nos collectivités territoriales. Si vous persistez dans l'intention de transférer une partie importante de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises aux régions, vous trouverez le Sénat sur votre route. Quant au bloc communal, là aussi, le pire a été évité. Le seuil de 20 000 a été refusé par la commission mixte paritaire. L'élection des délégués communautaires au suffrage universel direct a également été rejetée. Le Haut Conseil des territoires, qui n'a rien à faire dans un pays comme le nôtre,
où le Sénat représente les collectivités territoriales de la République a été écarté. La loi Duflot, dont nous n'avons pas l'habitude de dire du bien au Sénat, a été préservée sur un point pour lequel nous avions trouvé un bon compromis dans ce texte, c'est-à-dire les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qu'il ne faut pas faciliter contre la volonté des communes. Quant à l'eau et à l'assainissement comme compétence communautaire, c'est reporté à l'après 2020. S'agissant de la métropole parisienne, c'est un cadre mal bâti. C'est la deuxième fois que le législateur se penche sur cette question et c'est la deuxième fois que les solutions qui nous sont proposées sont fortement insatisfaisantes. Une troisième fois, l'ouvrage devra incontestablement être remis sur le métier. Notre insatisfaction sur ce point est profonde. Quant à l'amendement anti-NKM, comment mieux le nommer, qui figure dans ce texte, que nous n'avons pas pu écarter, je crois que le gouvernement se serait honoré de présenter un amendement pour le faire disparaître avant que le Conseil constitutionnel n'ait à s'en occuper lui-même. Mes chers collègues, compte tenu de tous ces éléments, je vous propose d'adopter ce texte, mais non pas par un vote d'adhésion sur toutes ces dispositions, mais avec la satisfaction d'avoir réussi à atterrir sur des solutions raisonnables à partir d'un texte qui était fort mal préparé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est au ministre André Vallini. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous examinez à nouveau ce soir la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, après la nouvelle carte des régions adoptée en décembre dernier et après la loi de janvier 2014 sur les métropoles. Cette loi constitue le troisième et dernier volet de la réforme territoriale que pilote depuis 2012 avec courage et obstination Marie-Lise Lebranchu. Ce chantier législatif d'envergure a fait l'objet de nombreuses controverses, ce qui, au fond, n'a rien de surprenant dans notre pays où l'on est d'autant plus enclin à réclamer des réformes que l'on est prompt à les entraver dès qu'elles sont entreprises. Premier reproche qu'on nous a fait, celui d'avoir agrandi les régions avant de les avoir renforcées. Faut-il rappeler que les deux projets de loi, celui sur la carte régionale et celui sur les compétences, furent présentés au cours du même Conseil des ministres, le 18 juin 2014, mais que la réalité du travail parlementaire exigeait qu'ils fussent examinés l'un après l'autre. Tout était donc sur la table depuis le début et c'est en connaissance du texte sur les compétences que vous avez examiné celui sur les périmètres. Il est au demeurant certain que si nous avions fait le choix inverse, on nous aurait sans doute dit qu'il fallait d'abord connaître les compétences des nouvelles régions avant d'envisager de les agrandir. Autre reproche sur le calendrier, la réforme aurait été précipitée. Si le texte est adopté ce soir, je parle de la loi NOTRe, il nous aura fallu 2 ans pour mener à bien les 3 réformes. La loi MAPTAM, que j'ai citée, la carte régionale et la loi NOTRe, qu'aurait pu apporter une prolongation du débat. Les enjeux auraient-ils été différents? Les points de vue se seraient-ils rapprochés? Les départementalistes auraient-ils cédé aux régionalistes? Ou l'inverse? Rien n'est moins sûr, d'autant que l'avenir de chaque échelon territorial est le plus souvent envisagé par chacun d'entre nous à travers le prisme de la collectivité à partir de laquelle on se place et souvent dans laquelle on est élu. J'ajoute que les rapports qui se sont succédés ces dernières années, Mauroy en 2000, Balladur en 2008, Raffarin-Cratinger en 2013, plaidaient tous invariablement pour une clarification de notre organisation territoriale, pour une affirmation des métropoles, pour un renforcement des régions. C'est ce que va permettre notre réforme. Quant au sens dont on dit qu'il ferait défaut à cette réforme, il est clair et répond à 3 exigences. La première est une exigence démocratique, c'est la clarté. Il faut rendre notre organisation territoriale plus lisible par les citoyens, bien sûr, par les élus locaux aussi, en vertu du principe qu'énonce l'article 15 de la Déclaration de 1789, je cite, « La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration. La confusion actuelle n'y est pas favorable. Il fallait donc clarifier la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivité. Nous supprimons la clause de compétence générale pour les régions et les départements et nous formons 3 grands blocs de compétences. Aux régions, le développement économique, aux départements, la solidarité sociale et territoriale, et au bloc communal, la proximité des services publics de la vie quotidienne. Deuxième exigence, après la clarté, c'est une exigence économique. Il s'agit de la compétitivité. Avec notre réforme, des régions plus fortes, et pour certaines plus grandes, seront les moteurs du développement économique et elles exerceront toutes les compétences de nature à renforcer l'attractivité de nos territoires, en s'assurant aussi que le dynamisme économique des métropoles, que personne ne conteste, puisse bénéficier à tous les territoires de toutes les régions. Enfin, la troisième exigence est une exigence de service public, c'est l'efficacité. Et comme il n'y a pas d'efficacité sans proximité, nous allons renforcer et agrandir les intercommunalités pour qu'elles correspondent aux bassins de vie et soient, davantage encore qu'aujourd'hui, en mesure de répondre aux attentes croissantes de nos concitoyens en milieu rural comme en milieu urbain. Quant aux départements, ils seront à la fois confirmés dans leur rôle de garant des solidarités sociales et confortés dans celui de garant des solidarités territoriales. Comme l'a dit à cette même tribune en octobre dernier le Premier ministre, c'est dans quelques années que les régions et les intercommunalités ayant acquis leur nouvelle dimension, la question pourra se poser de l'évolution des départements et on pourra alors envisager, selon les territoires, une évolution différenciée de notre organisation territoriale. La France, en effet, n'a plus besoin d'être forcément administrée de façon uniforme de Lille à Perpignan ou de Brest à Strasbourg. Ni l'unité ni l'indivisibilité de la République n'en seraient menacées. Reste la question des économies, dont le Président de la République, comme le Premier ministre, ont fait l'un des objectifs de cette réforme. Certes, elles n'apparaîtront pas en 6 mois, mais elles sont certaines sur le long terme, par la suppression des doublons, par la rationalisation de la dépense publique locale et par les économies d'échelle. Et nous dénonçons tous suffisamment et régulièrement et à juste titre le court-termisme de la vie politique pour ne pas saluer une réforme dont les effets budgétaires se joueront sur une décennie au moins. Mesdames et Messieurs les sénateurs, certes, cette réforme semble insuffisante à certains qui pensent toujours que nous aurions pu aller plus loin. À cela, nous devons dire que le grand soir territorial n'est pas plus réaliste que le grand soir fiscal. D'autant que les débats ont montré que, quelle que soit la volonté, et je dirais l'audace réformatrice du gouvernement, elle rencontre toujours de nombreuses résistances, même au Parlement. Alors faut-il s'en affliger? Non, évidemment. Il faut réformer progressivement notre pays et ses territoires en avançant avec ténacité dans la bonne direction. C'est ce que nous faisons avec cette réforme, qui est le fruit d'un travail collectif pour lequel nos administrations se sont beaucoup mobilisées, celle du Sénat, bien sûr, celle de l'Assemblée nationale, je parle des 2 commissions des lois, les administrations centrales aussi, à commencer par la DGCL, dont je salue tous les collaborateurs et son directeur. Et ce texte a bénéficié aussi d'une contribution essentielle du Sénat. Je veux, en terminant, souligner le rôle éminent de vos 2 rapporteurs, messieurs Hyest et Van Dierendonck, qui ont largement contribué à la construction d'un texte qui puisse faire un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Votre vote, qu'avec Marie-Lise Lebranchu nous espérons positif dans quelques instants, sera aussi une manière de saluer leur travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Marie-Christine Blandin pour 6 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dont nous saluons la philosophie et le sang-froid tout au cours de ces mois écoulés, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, dont nous saluons l'écoute et la pédagogie, chers collègues, si le groupe écologiste se réjouit qu'un accord en commission mixte paritaire ait pu être trouvé, nous regrettons que cet accord ait abouti
à de nouveaux reculs et à un affaiblissement d'un texte déjà bien entamé. Les écologistes avaient pourtant salué la démarche initiale du projet de loi fondée sur le renforcement du couple région-intercommunalité. Mais le refus de la droite sénatoriale de toute réduction des compétences départementales, et c'est son droit, a bloqué la discussion législative avec au final, et ça on peut le regretter, peu de clarification dans les compétences, notamment sur l'éducation, l'environnement, l'eau, le tourisme, compétences essentielles qui auraient dû gagner en lisibilité dans le cadre de cette réforme. Je redis ici au nom de mon groupe que ce projet de loi représentait une occasion de faire progresser la démocratie locale. Nous l'avons laissé passer. Il n'y avait pas consensus. Certaines dispositions ont fait leur entrée dans le texte. Je pense notamment au droit de l'opposition dans les petites communes, au rôle des CESER, des conseils de développement, mais d'autres n'ont pas survécu à la navette ou n'ont pas été acceptées. Je pense particulièrement au droit d'expérimentation demandé par certaines régions qui aurait pu être facilité. De même pour le droit d'adaptation législative qui n'est pas réellement rendu plus opérationnel qu'avant. Mais c'est la disparition dans le texte issu de la CMP de toute mention à l'élection au scrutin direct des conseillers communautaires, inlassablement défendue par Ronan Dantec, que nous regrettons particulièrement, car pour les écologistes, cette élection directe s'impose pourtant au vu des compétences prises par les intercommunalités, et c'est la seule solution pour assurer l'égalité des citoyens, renforcer le débat démocratique autour des grands choix de politique publique intercommunale qui influent profondément sur la vie quotidienne des habitants. La question des moyens reste en suspens. Et nous attendons de voir dans le prochain projet de loi de finances les mesures qui permettront de donner aux collectivités les moyens d'exercer leurs compétences. Toujours est-il que l'examen de ce projet de loi aurait pu être l'occasion d'avancer sur les péréquations, le partage des richesses à l'intérieur des futures régions. Et nous voyons bien en effet que si la réforme de la carte diminue les égalités entre grandes régions, les inégalités vont devoir désormais être traitées à l'intérieur de ces méga-régions. Et nous regrettons que le débat sur ce sujet n'ait pas eu lieu. En revanche, la création par la loi NOTRe de 2 schémas régionaux d'aménagement du territoire et de développement économique, désormais opposables, constitue une vraie avancée. Ils permettront de donner aux régions les moyens d'assurer la cohérence des politiques publiques sur leur territoire et d'organiser des solidarités territoriales. Nous saluons également le fait que la biodiversité, dont nous allons débattre à la rentrée au Sénat, soit intégrée dans le schéma d'aménagement du territoire SRADET, ce schéma qui a vocation à intégrer plusieurs politiques telles que les transports, les déchets, l'énergie et le climat, ne pouvait pas ne pas intégrer l'enjeu de la préservation de la biodiversité. Et enfin, et c'est un bon choix, que de ne pas ranger les collèges dans la même escarcelle que les lycées. Le Sénat, sur ce point, a été entendu et c'est en pleine cohérence avec la loi de refondation de l'école qui privilégie les liens étroits entre le primaire et les collèges. À l'instar des précédentes lectures, le groupe écologiste s'abstiendra néanmoins sur ce projet de loi, tout simplement parce que notre forte ambition décentralisatrice, moyen à l'appui, n'a pas trouvé son compte dans ce texte, qui ne peut donc être aujourd'hui nôtre. Oh. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur Christian Favier, pour le groupe communiste républicain et citoyen, a la parole pour 7 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues.
À l'issue de la commission mixte paritaire et contre toute attente, la droite sénatoriale a soutenu la majorité gouvernementale pour remettre en cause 30 années de processus de décentralisation. Pourtant, nous avons tous ici en mémoire les discours enflammés des uns et des autres dans cet hémicycle pour affirmer leur attachement aux communes et aux départements. Et ainsi, il aura suffi de quelques heures en petit comité pour marchander les positions respectives des uns et des autres et aboutir à un accord dans le dos des citoyens et même des parlementaires. Cette CMP, ce projet de loi de nouvelle organisation territoriale de la République, est en fait un bien mauvais signal donné à l'avenir de notre République unitaire et décentralisée. Rien d'étonnant puisqu'il s'est agi pour la droite sénatoriale de poursuivre dans la voie déjà prise dès 2010 pour contraindre les communes à céder leurs compétences à des intercommunalités de plus en plus élargies, imposées autoritairement par les préfets, avec la ferme volonté d'éloigner toujours plus les citoyens des centres de décision, de réduire drastiquement la dépense publique et d'ouvrir de nouveaux marchés aux grands groupes du CAC 40. Ces regroupements autoritaires vont s'accentuer avec cette loi, la droite ayant capitulé en rase campagne devant l'exigence du gouvernement d'imposer un seuil d'au moins 15 000 habitants. Et de ce fait, environ 700 intercommunalités touchant des milliers de communes vont ainsi disparaître. Ce faisant, c'est le tissu démocratique local qui sera peu à peu donc vidé de sa substance en lui retirant toujours plus de compétences et en l'asphyxiant financièrement par la baisse des dotations de l'État. Il ne restera plus donc aux communes qu'à disparaître au sein de ces fameuses communes nouvelles que vous avez portées, droite et majorité gouvernementale unie, sur les fonds baptismaux. C'est bien cet échelon communal, base irremplaçable de la démocratie locale, qui sort de fait très affaibli et menacé après ces années de réformes chaotiques. Pour faire des économies, pour faire payer votre plan d'austérité sur le dos des collectivités, vous allez donc mettre à mal ces structures de proximité, pourtant, on le sait, très efficaces et reconnues par nos concitoyens, et tout particulièrement dans la période de crise que nous traversons. Après vous êtes attaqué aux communes, vous engagez avec cette loi et celle sur les métropoles le même processus d'évaporation des départements comme le souhaitait déjà en 2009 la commission Balladur. Certes, devant l'opposition quasi unanime des élus départementaux et après l'échec cuisant des dernières élections départementales, vous avez dû battre un peu en retraite, Madame la Ministre, et renoncer à votre objectif initial de disparition quasi immédiate des départements, tel que d'ailleurs l'avait annoncé le Président de la République et le Premier ministre. Reconnaissons que peu de collectivités revendiquaient la reprise des compétences sociales des départements, devant d'ailleurs le refus du gouvernement de leur accorder les 7 milliards qu'il leur doit pour compenser les allocations universelles de solidarité. Collectivités de proximité, les conseils départementaux vont perdre leurs compétences générales et toute possibilité d'intervenir dans le champ économique. Même les transports scolaires, compétences de proximité par excellence, leur seront retirées au profit de ces super-régions. Eh bien, je crois qu'on peut le dire, belle pagaille et beau gâchis financier en perspective. De plus, ces transferts autoritaires en direction des métropoles toucheront au cœur même des compétences départementales, à savoir des compétences d'action sociale, sans compter la voirie et même les collèges. Ainsi, une fois les conditions réunies de l'affaiblissement des départements dans leur périmètre des métropoles, il sera alors évidemment facile de les rayer définitivement de la carte. En fait, pour vous aligner sur les exigences de Bruxelles, c'est bien effectivement à l'architecture générale de nos institutions locales que vous vous attaquez. Le grand principe constitutionnel de libre administration, issu des lois de décentralisation, se réduit comme peau de chagrin à tous les niveaux. Si les communes et les départements sont les plus durement touchés, comme nous venons de le voir, les régions, malgré un renforcement de leurs compétences, n'échapperont pas à cette nouvelle tutelle centralisatrice de l'État par le contrôle d'opportunité qu'exerceront les préfets sur leur schéma de développement stratégique. Par ce biais, les régions vont devenir l'instrument de contrôle de l'État sur toutes les autres collectivités, car les schémas sous contrôle de l'État seront opposables aux départements et aux communes. Par ailleurs, les régions deviennent également l'instrument de la mise à mal de cet autre principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre.
Dans de telles conditions, chacun comprendra que nous puissions adopter un texte qui rompt brutalement avec le processus de décentralisation. Nous ne pouvons d'autant moins le voter que ce texte, que l'ensemble des dispositions qu'il contient, va se mettre en place alors que la loi Sarkozy de 2010 sur l'intercommunalité vient tout juste de s'appliquer, que le nouveau découpage des grandes régions fera que les exécutifs régionaux auront pendant des mois la lourde tâche d'assurer en priorité la continuité des services publics avec la mise en place aussi d'une nouvelle administration sur des territoires élargis. Le transfert de nouvelles compétences risque donc d'être source de nombreux dysfonctionnements. À l'évidence, les multiples changements de pied du gouvernement sur ces textes, ce sentiment largement partagé d'ailleurs de navigation à vue, montre qu'il n'y a pas de véritable vision cohérente d'une décentralisation ambitieuse et porteuse d'un vrai projet de développement du territoire. Enfin, comment peut-on mettre en œuvre de tels bouleversements dans un contexte d'une baisse de 28 milliards des dotations de l'État aux collectivités et où les régions revendiquent, avec votre soutien, Madame la Ministre, plus de 50% de la CVAE au détriment des communes et des départements qui verront évidemment leur situation d'étranglement financier accentuée. Pour l'ensemble donc de ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre ce texte et appellera les élus locaux et les citoyens à construire un vrai projet de décentralisation dans le cadre d'une 6e République. Merci, chers collègues. La parole est à Jacques Mézard, au président Jacques Mézard, pour le groupe RDSE et pour 6 minutes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aucun membre du groupe RDSE ne votera ce texte. Et Pierre-Yves Collombat fera une explication de vote. Ce n'est pas, cher Président Hyest, pour avoir le beau rôle. Ce n'est pas pour avoir le beau rôle que nous ne votons pas ce texte. C'est simplement, car quand il a fallu combattre, nous l'avons fait et nous avons apporté notre concours. Nous ne voterons pas ce texte parce que nous considérons qu'il n'est pas bon. Pas parce que nous sommes contre les réformes, nous en votons souvent et nous en provoquons certaines. Je dois rappeler qu'il faut prendre ces 3 textes que nous avons votés ou pas votés comme un tout. Je salue le travail de nos 2 rapporteurs. Ils ont fait preuve de beaucoup d'esprit constructif pour arriver à un armistice. Mais oui, un armistice, parce que ce combat n'est pas terminé. Nous voyons bien que nous sommes au milieu d'un gué. Qu'aujourd'hui, et demain encore plus, il y aura toujours des partisans, et c'est respectable, de la suppression du Sénat, de la suppression des départements et de la suppression des communes, et parmi des personnalités les plus éminentes. Et c'est respectable à condition de l'assumer, et nous savons bien ce qu'il en est les uns et les autres. Je dis que les objectifs initiaux de ces textes, tels qu'ils ont été exprimés le 19 juin 2014 en Conseil des ministres, et c'est là où le bât blesse, n'étaient pas du tout en conformité avec les déclarations préalables du chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, avant qu'il le soit et juste après qu'il le soit, avait dit qu'il fallait préserver les conseils généraux. Il n'avait jamais été question dans un programme du binôme. Il n'avait pas été question de la fusion des régions. Il avait même expliqué clairement qu'il fallait préserver les ressources des collectivités. Et d'où une série ensuite d'incohérences. Parce qu'une réforme territoriale globale, mes chers collègues, elle doit simplement, pour réussir, être l'œuvre à la fois d'un consensus, mais aussi être exprimée clairement au moment des changements fondamentaux, c'est-à-dire au moment des présidentielles. Alors, nous avons eu ensuite la fusion de régions. Oui, cher André Valigny, je continuerai à lutter contre ce qui est la désespérance du territoire que j'ai l'honneur de représenter.
Et vous le savez. Et vous n'avez jamais apporté de solution concrète aux problèmes que nous posions. Vous avez annoncé, pour justifier la fusion des régions, 20 milliards d'économies. Aujourd'hui, vous nous dites on verra dans 10 ans. La seule réalité, la seule vérité, c'est que ça va faire des économies pour qui? Pour l'État. Et nous le savons, puisque les préfets préfigurateurs, ils commencent à supprimer. Et ils vont supprimer. Donc ce n'était pas bien de le présenter comme cela. Ensuite, vous nous avez dit on arrive à une solution. Nous avons bataillé pour préserver les départements. Le parti que je représente a même dit écoutez, nous allons quitter le gouvernement si vous ne préservez pas les conseils départementaux. Je crois que nous avons eu un rôle à ce moment-là. Ensuite, aujourd'hui, vous nous dites il faut qu'on vient d'accepter le travail constructif de la commission paritaire parce que nous avons évité le pire. Mais le pire, c'était les chiffons rouges qui étaient faits et utilisés pour essayer d'obtenir un accord. Au Conseil des territoires, qui était une provocation depuis le début. Bon. Oh, vous savez, j'ai relu, Madame la Ministre, vos déclarations devant l'Assemblée nationale là-dessus, et je pense qu'il vaut mieux que je ne les relise pas ce soir. Bon. Le suffrage universel direct pour les intercommunalités, qui est arrivé en cours de débat, c'était bien une provocation. Bon. Et puis on nous dit aujourd'hui, les transports scolaires, il faut les laisser aux régions. Alors quand on est loin du... Moi je suis à... très très loin, hélas, de Michel Mercier et du Rhône. On essaiera de se rapprocher, mais ça va être difficile, au point de vue géographique. Mais la proximité et les transports scolaires, ça avait un sens. Nous savons pourquoi vous voulez impérativement conserver les transports scolaires aux régions. C'est pour pouvoir justifier des transferts de CVAE. Voilà quelle est la réalité. Mais il vaut mieux le dire et l'assumer. Moi, ce que je reproche depuis le début, c'est que les objectifs ne sont pas fixés clairement et que, malheureusement, on trompe nos élus locaux qui, aujourd'hui, ne sont pas dupes. Alors, en quoi ces réformes, et j'en terminerai par là, en quoi ces réformes apporteraient ce grand charivari du mieux-être à nos concitoyens? J'attends encore qu'on me le démontre. Est-ce que ça va être mieux pour nos concitoyens demain que ça ne l'est aujourd'hui? En quoi ces réformes vont provoquer des économies au niveau des collectivités locales? J'attends encore un mot pour m'expliquer en quoi ça va faire des économies aux collectivités locales. En fait, en dehors des métropoles, et moi j'ai voté, la majorité de mon groupe aussi, la loi métropole. Il faut conclure, Monsieur le Président. Je conclus tout de suite, Madame la Présidente, en vous disant que ces textes vont aggraver les inégalités territoriales et que ce n'est pas avec des maisons de santé et des maisons de services au public, même si elles sont utiles, qu'on va résoudre le problème de l'aggravation des inégalités territoriales que malheureusement vous avez continué à creuser. La parole est à Michel Mercier pour le groupe UDI-UC et pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avant d'aborder le fond des travaux de la Commission mixte paritaire, je voudrais tout d'abord remercier nos deux rapporteurs qui ont su guider le bateau jusqu'au port. Ce n'était pas facile et ils accepteront certainement que j'associe à ces remerciements le rapporteur de l'Assemblée nationale qui a su faire lui aussi de nombreuses concessions. Alors, quand on regarde ce texte, bien entendu, on peut s'interroger. Il faut, je crois, le prendre comme un texte plutôt modeste que comme un grand texte qui restera. Mais s'il est modeste, il faut quand même voir à quoi il sert. Et il me semble que, sous l'autorité de nos rapporteurs, on a essayé de répondre à deux questions. La première, c'est qui fait quoi? Et la seconde, quelle structure pour le bloc communal?
Monsieur Carucci, quand vous arriverez à faire la métropole de Paris, vous nous appellerez, même un dimanche, on montera tout de suite. En attendant, si vous voulez bien pas décompter le temps ou m'interrompre, Monsieur Carucci, ce sera parfait. Ah, vous avez décompté, c'est bien. Parce que ce que je vais lui dire, et je vais dire maintenant, va lui faire plaisir. Qui fait quoi, Madame la Ministre? C'est d'abord un retour à la loi de 2010, puisque c'est la suppression de la clause de compétence générale pour le département et la région. Pourquoi avoir perdu 5 ans d'atermoiement? La loi de 2010 était là, il suffisait de l'appliquer. Départements et régions ont des compétences d'attribution, la commune et l'État ont une compétence générale. C'est cela la clarification apportée par cette loi. On ne fait que reprendre sur ce point la loi de 2010. Sur les compétences qui ont été transférées à la région, il n'y a, je crois, pas de contestation possible. La région est d'abord responsable du développement économique et de l'internationalisation des entreprises, de l'aide aux exportations et de l'aide à la formation à travers l'apprentissage et la formation professionnelle. La question des transports se posait. Pour ma part, je pense qu'il est bien qu'il y ait un bloc transport. Pour une raison toute simple, c'est que, notamment dans les territoires ruraux, dans une ligne d'autobus, il y a très souvent des gens qui vont d'un point à un autre, donc de l'interurbain, mais il y a aussi très souvent des populations scolaires. Et si on doit conventionner toutes les lignes de transport entre deux collectivités, la complexité sera suffisamment grande. Un choix a été fait, on pouvait ou tout donner au département ou tout donner à la région. Le choix a été fait et il n'est pas médiocre dans ce sens-là. Après, question du département. Département, est-ce qu'il va être supprimé, conservé ou pas? Je dois dire qu'après l'invention du binôme, on aurait mal compris que le département disparaisse. Parce qu'une telle invention mérite d'être utilisée au moins une fois. On verra bien ce que ça donnera par la suite. Et le département se retrouve avec des compétences qui sont le socle de ses compétences autour de la solidarité entre les personnes et entre les territoires. S'agissant cette fois de la structure à retenir pour le bloc communal, il me semble qu'il y a deux choses à retenir de ce texte et des textes environnants. Une formule volontaire, qui est la formule des communes nouvelles. Le succès est masse, il faut bien le dire, même s'il y a beaucoup d'intérêt, et le succès est masse, on doit bien être au moins à 30 communes nouvelles sur les 36 800 ou 38 600, donc on voit bien où on en est. L'intercommunalité obligatoire depuis 2010. Qu'est-ce qu'apporte la loi et qu'apportent les conclusions de la CMP? C'est d'abord, avant tout, le maintien d'un système intercommunal. C'est l'œuvre du Sénat. Et contrairement à ce qu'on a entendu, les membres des conseils communautaires dans les communes de plus de 1000 habitants sont élus directement au suffrage universel direct. Et il faut le dire et le redire. C'est le système du fléchage, c'est vrai, mais c'est l'élection, mais c'est dans le cadre communal. Et nous voulons conserver le cadre communal. La communalisation de l'élection des délégués est pour nous quelque chose d'essentiel. Et Madame la Ministre, moi je voudrais vous poser une question, parce que je n'arrive pas à comprendre. J'essaye de faire tous les efforts que je peux, mais je voudrais que vous m'expliquiez la cohérence qu'il y a, Madame la Ministre, entre d'une part vouloir, puisque vous avez laissé voter l'amendement sur l'élection des conseillers communautaires dans le cadre communautaire et non plus dans le cadre communal, vouloir donc faire élire dans la plus petite communauté de communes de France de 5000 habitants en 2020 les conseillers communautaires hors du cadre communal et imposer le cadre, voire communal ou infracommunal pour Paris, qui est de la même catégorie juridique. Eh bien, je n'arrive pas à comprendre quelle est la cohérence de pensée dans cette affaire-là entre un régime pour les communautés de communes où il y en a point. Je suis d'accord avec vous, Madame la Ministre, il n'y a aucune cohérence. On est d'accord. Il y a donc sûrement d'autres raisons qui vous ont poussé à faire ce choix. Et j'espère bien que le Conseil constitutionnel saura les trouver et supprimer cette néfaste mesure. S'agissant
des seuils pour constituer les intercommunalités, honnêtement, on est arrivé à une solution qui est une solution de grande souplesse. 15 000 habitants avec beaucoup de dérogations permettra aux commissions départementales de coopération intercommunale et aux préfets de faire preuve de sagesse et de ne pas aller à l'encontre des désirs des uns et des autres. Ce sont des seuils assez souples qui ont été retenus. Alors c'est vrai que la commission mixte paritaire a su faire disparaître quelques scories. On apparaît peut-être les derniers soutiens de certaines dispositions de la loi Allure en nous étant opposés aux modifications prévues de majorité pour adopter les PLUI. Mais un compromis a été trouvé avec la loi Allure, il faut s'y tenir. C'est ce que fait le texte de la commission mixte paritaire et c'est un bon texte. S'agissant du Haut Conseil des territoires, moi je suis quand même interpellé par le fait que, certes, c'est un chiffon rouge qui a été fait juste pour nous faire peur, on en a bien conscience, mais ce qui m'inquiète, c'est que ce soit des associations d'élus qui aient été à l'origine de cette affaire-là, et qu'il faudra bien qu'on en débatte clairement entre nous, sénateurs et associations d'élus, pour voir quelle est la question et quel est le problème, pour qu'on n'ait plus cette scorie qui revient à chaque occasion. Enfin, ce texte est bien sûr un texte de compromis, donc tout très imparfait, et qu'il faut le prendre avec la plus grande modestie. Mais pour notre part, la majorité de notre groupe l'acceptera loyalement en souhaitant qu'avec ce texte, on mette en place une sorte de pause pour laisser les habitants, les élus et les territoires le temps de s'organiser et de souffler. C'est la raison pour laquelle la majorité de notre groupe votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Mathieu Darnaud a maintenant la parole pour le groupe Les Républicains et pour 12 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici enfin au terme de l'examen de ce texte qui aura tant mobilisé les travaux de notre Assemblée et restera comme un marqueur de son retour dans le débat parlementaire. Mais le projet NOTRe aura surtout marqué les esprits par les controverses et les inquiétudes qu'il a suscitées de la part des acteurs les plus impliqués, c'est-à-dire les maires et l'ensemble des élus locaux du pays. Le projet présenté par le gouvernement consistait d'abord à noyer les territoires dans des super-régions en rayant de la carte les départements. Finalement, au terme d'un virage à 180 degrés, le texte en sanctuarise l'existence, troquant les compétences de l'une à l'autre collectivité, mais sans jamais considérer les communes. Au final, la loi NOTRe est partie dans tellement de directions opposées qu'elle en a donné le tournis aux élus, déjà désorientés par le rocambolesque découpage des cantons. Le président de la République souhaitait apporter à son bilan quelques initiatives qui, à défaut de répondre aux défis de notre époque, avaient le mérite d'offrir une grande lisibilité. La réforme des collectivités territoriales devait aussi, selon le ministre André Vallini, faire économiser une dizaine de milliards d'euros de dépenses publiques à la nation. Qui s'aventurerait encore sur un tel pronostic? Il n'en reste pas moins que ce chamboule-tout territorial constitue une réforme que les élus locaux, véritables chevilles ouvrières de la décentralisation, n'attendaient pas et dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. Si le gouvernement ne les a pas réellement consultés, le Sénat, lui, les a écoutés. Renouant avec sa vocation à représenter les territoires de la République, la Haute Assemblée a su entendre le malaise des élus locaux. Chacun d'entre nous, dans nos départements, avons échangé de longues heures avec des maires désespérés par un texte perçu par eux comme une manifestation de défiance à leur endroit. Combien d'élus, que ce soit dans les communes rurales, dans les villes ou encore dans les conseils départementaux, nous ont fait part de leur lassitude d'être perçus comme des entraves à la bonne gouvernance de leur territoire, quand ils en sont en fait les artisans quotidiens du développement.
La démarche du gouvernement aurait été mieux inspirée si elle avait suivi une ambition pour les collectivités locales qui fut en son temps exprimée ainsi. Je veux aboutir à une véritable décentralisation, qui donne enfin non seulement aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux la responsabilité et la liberté. Ces mots sont ceux de Gaston Defferre qui ont été prononcés à cette même tribune le 19 novembre 1981 lorsqu'il présentait sa loi de décentralisation. Alors oui, Monsieur le Ministre, nous aurions pu aller plus loin, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vers une véritable loi de décentralisation. Car s'il est une certitude, c'est que nous sommes à des années-lumière de ce que vous appelez le grand soir territorial. Oui, le Sénat a écouté les élus, mais il les a surtout entendus. Entraîné par la nouvelle dynamique insufflée par le président Larcher, le Sénat a pris à bras-le-corps ce problème et a enfin retrouvé la place qui lui revient dans le processus d'élaboration de la loi. Je veux donc ici saluer le travail absolument colossal et efficace réalisé par nos deux rapporteurs, René Van Dierendonck et Jean-Jacques Hyest, qui ont su réorienter le texte présenté par le gouvernement et faire prévaloir les positions du Sénat au cours de la commission mixte paritaire. Sur les points les plus préjudiciables du projet de loi, notre Assemblée a tenu bon. Et sa détermination inébranlable a permis à nos collègues députés et au gouvernement de prendre la juste mesure des dispositions du texte les plus contraires à l'intérêt général et à l'idée même de la décentralisation. Nous avons durablement, j'espère, tordu le cou à cette idée que le département est une collectivité surnuméraire. À l'heure de la France des grandes régions, entériner sa disparition ferait apparaître un chaînon manquant, celui de la proximité. Qu'il aura fallu du temps et des débats pour expliquer au gouvernement que la France n'est pas uniforme et que l'on ne pouvait répartir des bassins de vie avec une calculatrice ou un compas. Non, il n'y a pas de nombre d'or en matière d'intercommunalité. Aussi, nous ne pouvons donc que nous féliciter en baissant les seuils obligatoires de 20 000 à 15 000 et en les ouvrant à des dérogations tenant compte de la faible densité des territoires et notamment à la spécificité des zones de montagne, d'avoir considérablement éloigné le texte de sa logique comptable pour le faire coïncider avec des réalités physiques et tangibles. Une intercommunalité ne saurait être réduite à une statistique. Ce doit être un choix librement assumé de fonder une communauté de projets. Et un mariage forcé n'est jamais le présage d'une union heureuse. C'est donc dans cette même logique que nous avons défendu et obtenu le report du transfert obligatoire des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement en 2020. Dans la même logique, nous avons préféré nous en tenir aux droits existants en matière de minorité de blocage concernant le plan local d'urbanisme intercommunal, soit 25% des communes représentant 20% de la population. De même, l'intérêt communautaire pour le transfert de compétences des communes aux intercommunalités est maintenu avec la majorité qualifiée des 2/3 actuellement en vigueur et nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir repoussé les transferts obligatoires de compétences souhaités par le gouvernement. Ce qui fonde la cohérence de ces positions, c'est que nous croyons que les communes, cellules de base de notre vie civique, doivent pouvoir garder une certaine maîtrise de leur destin. Il ne s'agit pas d'une vision recroquevillée ou conservatrice. Nous défendons même des communes nouvelles, mais il s'agit ici de regroupements librement assumés et favorisés par la récente loi votée sur la proposition de Jacques Pélissard. La commune est le lieu où s'exprime la démocratie et la communauté au sein de laquelle les élus sont parfois les derniers à incarner la proximité, la solidarité et à y entretenir le lien social. Les maires et les conseils municipaux, pour la plupart sans étiquette politique et quasi bénévoles, qui acceptent de relever ces défis, sont autant de figures utiles et respectées par la légitimité qu'ils incarnent. Qu'adviendrait-il d'eux si, comme les députés de la majorité l'avaient voté lors de l'examen du texte, les élus des communes rurales étaient doublés et au final supplantés par des listes de conseillers intercommunaux forcément partisanes? Nous refusons l'organisation d'un scrutin indépendant pour les conseils communautaires, car cela sonnerait définitivement le glas de la commune. Là aussi, le Sénat a pleinement joué son rôle,
réaffirmer la confiance de la République envers ses élus, et notamment ceux qui agissent auprès de nos concitoyens des territoires ruraux et qui vivent dans un sentiment d'abandon. Enfin, grâce à l'accord obtenu en CMP, avons-nous mis un terme à cette mascarade consistant à créer un Haut Conseil des territoires. Sans doute manquions-nous cruellement de hauts conseils et autres observatoires dans notre pays pour qu'il faille en créer un nouveau. Mais en l'espèce, l'article 24 de la Constitution est assez limpide, puisqu'il dispose que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. En quelque sorte, la place est déjà prise et la fonction assumée avec un certain regain de pugnacité. Devons-nous pour autant nous estimer pleinement satisfaits par le texte de la CMP dont nous terminons l'examen aujourd'hui? Non. Et c'est là le propre des compromis. Il reste donc dans ce texte des points qui n'emporteront pas, voire jamais, notre adhésion. Ainsi, nous ne nous satisfaisons pas des schémas régionaux et d'aménagement du territoire et en regrettons le caractère prescriptible. Nous avions déployé nos efforts pour appliquer une coélaboration poussée qui rendrait plus efficaces et plus partagées les ambitions pour développer nos régions, mais nous n'avons pas été entendus. Au contraire, sur la question du Grand Paris, votre ambition réformatrice semble s'être arrêtée aux limites de l'Île-de-France, Madame la Ministre. Tout ça pour ça. Les Franciliens, qui représentent 1/6 de la population française, ne méritaient-ils pas mieux que cette métropole devenue une coquille vidée de ses compétences? Il y a paradoxalement un autre aspect de ce dossier sur lequel les députés de la majorité ont montré un tout autre activisme et dont nous contestons la légalité. Il s'agit du mécano électoral monté autour de la désignation des représentants de la ville de Paris dans le conseil de cette métropole. Une disposition sur mesure, taillée pour empêcher une personnalité émérite de notre famille politique de présider un jour la métropole du Grand Paris. Devant cette situation, les sénateurs ont pris leurs responsabilités en décidant de ne pas faire échouer la CMP, ce qui aurait conduit l'Assemblée nationale à légiférer seule, annihilant de fait toute la plus-value apportée dans ce texte par la Haute Assemblée. Pour autant, nous n'en resterons pas là et saisiront le Conseil constitutionnel sur ce qui n'est autre qu'une manœuvre de cuisine électorale parfaitement indigeste et totalement incongrue. Le législateur a vocation à créer les conditions de la meilleure représentation des territoires et de leurs concitoyens habitants, pas à piéger les élus. Je conclurai en rappelant que nous voterons sans enthousiasme, ça a été dit, ce texte qui demeure très imparfait, mais dont nous avons su ici, depuis des bancs traversant l'ensemble de notre hémicycle, largement améliorer le contenu pour en repousser les dispositions les plus dommageables. Il illustre à quel point le Sénat a pleinement renoué avec le rôle qui lui revient dans notre système bicaméral et qu'il est, plus que tout autre organe existant ou fantasmé, l'Assemblée qui défend les territoires de la République. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Michel Delbar, pour le groupe socialiste et républicain, a la parole pour 7 minutes, monsieur, cher collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avions pris l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble pour les différentes lectures qui ont émaillé l'examen de ce texte. Aujourd'hui, nos retrouvailles seront brèves. Non que nous ne prenions pas plaisir à passer du temps ensemble, mais parce que la réunion de la commission mixte paritaire chargée de définir les points de convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat a débouché jeudi dernier sur un accord entre nos deux assemblées. Reconnaissons-le, ce fut comme une heureuse surprise. Au nom du groupe socialiste, je me félicite de cette décision. Je tiens à remercier pour leur esprit d'ouverture les rapporteurs du texte, M. Hyest et Van Dierendonck, Monsieur le Président de la Commission des lois,
le gouvernement ainsi que l'ensemble de nos collègues sur tous les bancs du Sénat. Je voudrais également saluer l'implication de nos collègues Philippe Kaltenbach et Yannick Botrel dans nos discussions internes au groupe. Les propositions de notre Assemblée ont largement été entendues dans la version finale. L'élection des conseillers communautaires au suffrage universel supracommunal, la création du Haut Conseil des territoires sont supprimées, ainsi que la révision à la hausse de la minorité de blocage pour le transfert de la compétence des plans locaux d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Le groupe socialiste du Sénat s'était mobilisé contre ces trois dispositions. Je tiens à souligner que le texte tient globalement ses objectifs en matière de clarification des compétences. J'en veux pour preuve la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements qui permet la spécialisation des compétences. J'en veux pour preuve le renforcement des compétences stratégiques des régions en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, notamment grâce à deux grands schémas stratégiques et prescriptifs, le schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, le projet de loi respecte les objectifs qui sont les nôtres: clarification, coopération, rationalisation. Sur le service public de l'emploi, le compromis s'est fait sur la délégation et non sur la décentralisation du service public de l'emploi. Sous contrôle de l'État, dans le cadre d'une convention, de la fonction de coordination de l'action des différents intervenants, missions locales notamment, en veillant à ne pas remettre en cause le paritarisme. Le tourisme a donné lieu à tant de débats dans cette Assemblée, il reste une compétence partagée. Sur le transport, sénateurs et députés se sont accordés sur le transfert aux régions de toute la chaîne de transport en dehors des agglomérations. Les ports, à l'exception des grands ports maritimes, restent de la compétence départementale. Et enfin, les compétences eau et assainissement font partie des compétences obligatoirement transférées aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, mais ce transfert est reporté à 2020. Elles resteront jusqu'à cette date des compétences optionnelles. Par ailleurs, et à la demande des élus locaux, le gouvernement s'était également engagé à apporter, dans le cadre du projet de loi, des évolutions au projet de métropole du Grand Paris. L'amendement proposé par le gouvernement est un bon compromis. Il a su préserver l'essentiel de l'esprit du projet en prévoyant, après une période transitoire, le transfert en 2021 de l'ensemble de la fiscalité économique à la métropole, afin de lui permettre de disposer de moyens à la hauteur des attentes des habitants, notamment en matière de logement. Des ajustements financiers ont également été apportés afin de trouver un équilibre de ressources entre la métropole et les futurs établissements publics territoriaux. Grâce à ces ajustements, le niveau de service public des communes, des EPCI, sera garanti et les habitants ne seront pas pénalisés par la mise en place de la métropole. Dès le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris pourra élaborer son projet métropolitain, son plan métropolitain de l'énergie et de l'environnement et définir, sur les sujets d'intérêt métropolitain qui dépassent à l'évidence les frontières administratives actuelles, aménagement de zones d'activité, répartition des immeubles de bureaux entre l'Est et l'Ouest, qualité de l'air. Elle sera officiellement compétente pour définir le SCOT à partir du 1er janvier 2017 et pour réaliser des opérations concrètes en matière de logement. J'en viens maintenant à l'un des sujets les plus épineux de ce texte, le renforcement des intercommunalités. Les députés et les sénateurs se sont accordés sur un seuil de 15 000 habitants, on l'avait dit dès le début. Simple suggestion. Rejoignant ça la position du groupe socialiste du Sénat, en l'assortissant d'un ensemble de modulations afin de l'adapter à la diversité et la réalité des territoires, je pense que c'est une bonne manière de faire. Ainsi, les futures intercommunalités seront ajustées dans chaque département aux besoins des territoires afin de coïncider avec les bassins de vie. Avec plus de 36 000 communes, 3 niveaux de collectivité territoriale, la France constitue en effet bel et bien une exception. S'il n'est pas question de dissoudre les communes dans de vastes ensembles artificiels sans légitimité, il n'est pas non plus envisageable de remettre en cause le délicat équilibre mis en œuvre par les lois de décentralisation. Le renforcement de la coopération intercommunale constitue un moyen de fédérer les énergies en regroupant compétences et ressources dans un but de solidarité et de développement de projets. Au 1er janvier 2017, la carte intercommunale de la France aura ainsi été rationalisée. En montant en puissance, les intercommunalités disposeront de la taille et des moyens techniques et financiers nécessaires pour assurer le fonctionnement des services publics de la vie quotidienne. En mutualisant la gestion, le financement de ces derniers,
Elles permettront l'accès à des services nouveaux que les petites communes n'auraient pas pu financer seules. Ainsi, le bloc communal sera conforté par la montée en puissance des intercommunalités. Il pourra offrir de meilleurs services à l'ensemble des citoyens à l'échelle des bassins de vie. Cette nouvelle organisation territoriale doit nous permettre de conduire une action publique qui réponde mieux aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens, une action publique qui donne à tous un égal accès aux services publics essentiels, qui accompagne chacun dans son quotidien, dans ses projets de vie, de création ou d'emploi. Notre groupe se félicite également que les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement urbain n'aient pas été modifiées dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire. En deuxième lecture, à l'initiative de sénateurs du groupe Les Républicains, la commission des lois du Sénat avait introduit 2 dispositions qui auraient aggravé, à nos yeux, la ségrégation sociale et spatiale. Nous nous félicitons que l'équilibre de la loi SRU ait pu être préservé. Chers collègues, nous avons eu sur ce texte de longues heures de débat. Ces débats ont souvent été techniques. Chers collègues. Cependant, je vais y arriver, madame. Cependant, cette technicité ne nous a pas empêché de respecter l'objectif initial, rendre l'organisation de la vie quotidienne plus facile dans tous les territoires de France, sans devoir y revenir législature après législature avec de nouvelles lois. Mais, nous allons nous retrouver un jour. Un jour, nous nous retrouverons dans la même disposition, dans cette Assemblée qu'est le Sénat, et puis un jour, nous parlerons peut-être ensemble de décentralisation. Mais ceci est une autre histoire. Rendez-vous pour ce jour-là, et d'ici là, il vous reste un moment important, entendre Jean-Pierre Sueur. Merci de votre attention. Très belle conclusion. Voilà. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Pierre Sueur a la parole pour le groupe socialiste et républicain et pour 7 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes arrivés à un accord. Et puisqu'il y a un accord, eh bien, je pense, pour ma part, que le temps n'est plus aux regrets, remords, circonvolutions, etc., circonvolutions et autres considérations, même si, Madame Procaccia, chacun peut parler et nul ne s'en prive dans cette enceinte, vous le savez bien. Donc, il y a un accord. Et moi, j'ai pu constater sur le terrain, dans nos départements, que cet accord a été bien accueilli. Il a été bien accueilli parce que, grâce au Sénat, mes chers collègues, un certain nombre de points ont été clarifiés et ils devaient l'être. Alors, je tiens à mon tour à rendre hommage tout particulièrement au travail accompli par vous-même, Madame la Ministre, Maryse Lebranchu, Monsieur le Ministre André Vallini, parce que ce fut un long travail, très long, et votre ténacité est exemplaire. Et je tiens aussi à remercier nos collègues Jean-Jacques Hyest et René Van Dierendonck. C'est vrai qu'il y a, mes chers collègues, quelque chose qui tient à la réalité du Sénat. Ce travail que vous avez fait, tous les deux, a permis d'avancer. De même que, s'agissant des métropoles, moi je redis ici que le travail qui a été accompli par Gérard Collomb et Michel Mercier a permis d'avancer. De même, chère Madame la Présidente Jacqueline Gourault, nous avons eu l'occasion, que ce soit sur des textes relatifs aux normes ou aux conditions d'exercice des mandats locaux, dont la discussion a duré quelque temps, de faire avancer les choses. Et de cela, nous devons nous réjouir, mes chers collègues. Alors, pour en venir aux questions de fond, premièrement, sur cette fameuse question de l'élection au suffrage universel des intercommunalités, il est tout à fait clair que, premièrement, il était inutile qu'il y eût une déclaration de principe dans la loi sans qu'elle ait aucun effet, sinon symbolique. Mais le symbole est important. Deuxièmement, il faut distinguer, me semble-t-il, les territoires. Dans les communautés de communes, cela n'est pas approprié, cela ne passe pas, cela ne correspond pas à la réalité de communautés de communes qui sont fortement liées à la réalité communale. Et chacun peut le mesurer
tous les jours dans nos différents départements. Pour ce qui est d'autres niveaux, je pense aux métropoles. La métropole de Lyon a été créée dans la loi de telle manière qu'il y aura forcément un appel au suffrage. C'est inscrit dans la loi. Mais les choses sont différentes et je crois qu'on sera amené à travailler sur le cas de métropoles, de grandes agglomérations urbaines, et que cela sera très différent de la situation des communautés de communes où le dispositif actuel convient parfaitement. Deuxièmement, pour ce qui est de la taille des intercommunalités, eh bien moi je dis ici franchement, clairement, que le compromis auquel nous sommes parvenus est bon. Pourquoi? Parce que, Madame la Ministre, il y avait une intuition forte au départ pour les 3 lois que vous avez défendues. Aller vers des régions plus fortes et vers des communautés plus fortes. Et ces 2 sujets sont cohérents. Aller vers des communautés plus fortes pour porter les questions d'aménagement du territoire qui sont tellement importantes. Et à cet égard, nous avons trouvé un accord qui, premièrement, préserve les communes. Combien de fois faudra-t-il dire que l'intercommunalité n'est pas contre les communes, mais que bien des communes ne pourraient pas subsister s'il n'y avait pas cette nécessaire mutualisation librement consentie dans les communautés. Donc nous avons un dispositif qui permet d'avoir des communautés plus fortes pour porter les questions d'aménagement du territoire, d'environnement, toute une série d'urbanisme, de logement, de questions qui sont essentielles dans le respect des communes. Enfin, pour ce qui est de la question du PLUI, eh bien je me réjouis, moi aussi, que nous en soyons restés aux sages considérations de la loi ALUR. Pourquoi? Eh bien lorsqu'on a présidé une intercommunalité, on sait très bien que lorsque l'on réunit les maires, ou bien il y a un consensus qui se fait, les choses avancent, ou bien il y a une volonté d'imposer les choses, et ça n'avance pas. On le sait bien, c'est du vécu cela. Et la vérité, c'est que en mettant ce seuil de 25% des communes représentant 20% de la population, on a quelque chose de réaliste qui permet d'avancer dès lors qu'il y aura une majorité suffisante et en faisant en sorte qu'une seule commune ne puisse pas bloquer un processus voulu par l'ensemble. Alors, mes chers collègues, il restait ce Haut Conseil des territoires. Franchement, Madame la Ministre, nous n'allons pas pleurer. Il y a déjà beaucoup de hauts conseils, beaucoup de hautes autorités dont notre collègue Jacques Mézard s'occupe avec une grande diligence, beaucoup de structures en plus des structures qui existent et qui prolifèrent et qui font des schémas. Tout cela est très intéressant. Mais enfin, il faut quelquefois respecter les institutions de la République. Le Sénat a ses spécificités et d'une certaine façon, en adoptant ce texte, en adoptant cet accord en commission mixte paritaire, nous avons démontré que le Haut Conseil des territoires était parfaitement inutile, car nous avons fait ce qu'il aurait sans doute fait, mais avec beaucoup moins de pouvoir, puisque nous sommes une assemblée parlementaire. Alors, mes chers collègues, moi je voterai ce texte, ce compromis, avec le cœur, avec l'esprit, dans un esprit résolument positif. Mes chers collègues, nous avançons et nous continuerons à avancer. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Alors, bien sûr, il y a des demandes d'explication de vote et je commence par Monsieur Pierre-Yves Collombat.
Mes chers collègues, aller moins loin dans la mauvaise direction, est-ce aller dans la bonne? Évidemment non. Autrement dit, que la version de la loi NOTRe issue de la CMP ait été purgée des provocations de l'Assemblée nationale n'en fait pas un texte acceptable. Redistribuer les compétences entre départements et régions, communes et intercommunalités, ce n'est pas décentraliser. Même les modestes propositions du Sénat en matière d'emploi et d'enseignement supérieur ont reçu, vous le savez, une fin de non-recevoir. C'est parfaitement significatif. Remplacer la compétence générale des régions et des départements par un gosse-plan régional prescriptif, assorti d'une cascade de conventions et de délégations, ce n'est ni une clarification ni une simplification. Ainsi, en matière économique, rien n'est réglé entre régions et métropoles. En matière de transport scolaire, la question l'est seulement sur le papier. Dans bien des cas, la région sera contrainte de déléguer le service à des départements, alors qu'on leur a retiré la compétence. Quant à l'équipement des territoires en haut débit, le sfumato domine toujours. Et c'est cette usine bureaucratique, sans un sou de plus, qui est censée doper la compétitivité du pays et faire des économies à la nation. Oublier de régler la question de l'équilibre financier des budgets sociaux explosifs, c'est interdire aux départements l'exercice effectif de la solidarité territoriale et humaine dont ils sont en principe toujours chargés, comme maintenant d'ailleurs. Transformer les communes en zombies, en interfaces, dans le langage d'André Valigny, dotés d'une compétence générale dont la substance aura été aspirée par les intercommunalités, voilà le but. Le gouvernement a reculé sur le PLUI obligatoire et la désignation des conseillers communautaires par un scrutin spécifique, mais on sait que ce n'est que partie remise. La vassalisation des petites communes au nom de l'équité démographique, oubliée d'ailleurs quand il s'agit de DGF et du FPIC, le regroupement forcé dans les intercommunalités de plus en plus grandes sont en marche. 5 000 habitants le 14 janvier 2014, 15 000 habitants le 9 juillet 2015. Combien seront-ils quand sonnera l'heure de transformer les intercommunalités en collectivités territoriales et de supprimer les départements? S'agissant du Grand Paris, vous le savez aussi autant que moi, c'est peut-être l'endroit où il fallait que l'intercommunalité se développe et c'est là où on l'a ralenti. Mais je suppose qu'il doit y avoir quelques raisons tout à fait pas tellement Colomba, je suis désolée, mais vous avez épuisé Présidente, votre temps de parole. Voter ce texte pour des motifs respectables, c'est justifier l'euthanasie des communes et la désorganisation territoriale en lui conférant le label Monsieur Sénat. Colomba, c'est le règlement, je suis désolée. Que le combat que nous avons mené Oui. méritait mieux. Dire non à l'inacceptable n'est pas se donner le beau rôle, c'est l'inverse, c'est prendre ses responsabilités. C'est ce que le groupe RDSE fait. Bien. Alors, la parole est à monsieur Roger Carucci. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous sommes dans la nouvelle réglementation de 2 minutes et demie. Bah, c'est comme ça, monsieur Colomba, je suis obligé d'appliquer le règlement. C'est comme cela. Bon, alors. Je vous en prie, monsieur Carucci, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, les sénateurs républicains du territoire de la métropole du Grand Paris vont naturellement voter contre le texte. Mathieu Darnaud a rappelé tout à l'heure pourquoi l'ensemble du groupe, sur des compromis, sur des avancées du Sénat, souhaite voter pour le texte. Mais pour les sénateurs de ce territoire-là, il y a des limites à la provocation. En ce moment précis, à la préfecture de région, les maires découvrent les territoires qu'on leur impose. Sans véritable consultation, ils ont fait des propositions de découpage autres que ceux qu'on leur impose aujourd'hui même. On fera des décrets, paraît-il, d'ici la fin du mois de décembre. Enfin, voilà l'exemple type de ce qui se passe dans cette métropole ou dans cette future métropole depuis maintenant 2 ans. Comme nous ne sommes pas d'accord, nous sommes punis. 94% des élus de ce territoire ont voté pour un texte. Pas écouté, pas suivi, et on veut leur imposer un autre modèle. On arrive à un point d'ailleurs, Madame la Ministre, où vous avez réussi un tour de force absolument extraordinaire. Philippe Dallier et moi, qui ne sommes pas d'accord sur le futur de cette métropole, nous votons ensemble contre la manière dont cette métropole est traitée. Nous rêvions d'une métropole qui aurait des compétences, qui respectait les communes, qui respectait les départements, qui aurait pu être quelque chose un petit peu, d'un travail commun. On passe en force
On veut nous imposer d'un coup d'un seul, parce que nous n'avons pas le passé de la communauté de Lyon, ni de Marseille, ni de Lille. On passe en force et on veut nous imposer un système de métropole où on enlève tout pouvoir futur aux communes, tout pouvoir futur aux départements. Nous n'avons pas d'études d'impact, nous n'avons pas le texte des ordonnances, nous n'avons pas les calculs financiers de ce qui va se produire, nous ne savons même pas à quelle sauce les futurs intercos vont être avalés. Voilà la vision d'une métropole qui est totalement contraire au respect des élus, au respect des communes, au respect des collectivités. Par conséquent, bien sûr, nous ferons un recours devant le Conseil constitutionnel sur la métropole du Grand Paris de manière globale, sur un certain nombre d'éléments qui nous apparaissent aberrants, comme le fait de ne pas avoir d'études d'impact. Et puis, Madame la Présidente, je respecterai mon temps pour dire seulement, cerise sur le gâteau, l'amendement, allez, je ne veux pas dire scélérat, pour ne pas en rajouter, mais l'amendement qui consiste à faire en sorte que dans la représentation de Paris, on fasse tout pour éviter une personne, c'est quand même la loi maintenant ad hominem, c'est jamais dû, jamais vu, c'est inadmissible et c'est scandaleux, nous voterons contre. Merci. Monsieur René-Paul Savary a la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais justifier mon vote qui sera différent de celui de mon groupe, tout en soulignant bien sûr le travail remarquable qui a été fait grâce au rapporteur notamment et qui a abouti véritablement à sauver les meubles, je dirais, par rapport à ce qui a été proposé, les départements, bien entendu. Merci, monsieur le rapporteur, de le rappeler, mais ça ne m'avait pas, bien entendu, échappé. Néanmoins, on s'aperçoit que, finalement, par rapport à l'épure de départ, il n'y a pas une modification révolutionnaire en ce qui concerne les transferts de compétences. La région a toujours les grands éléments stratégiques, formation, développement économique, etc. Nous n'avons pas été jusqu'au bout, à savoir la coordination de l'emploi. Je le regrette. La grande modification, c'est plutôt le rassemblement des régions, ce qui va faire que la technocratie va des fois l'emporter sur la démocratie. En ce qui concerne les départements, merci, les départements sont là, force de proximité essentielle dans la cohésion sociale, la cohésion des territoires. Je regrette bien sûr les transports scolaires, puisque là, il n'y a aucune valeur ajoutée. Ils vont être délégués au département après avoir une tutelle régionale. Franchement, en ce qui concerne une simplification, je vois plutôt une complication. Par contre, c'est dommage qu'au niveau des intercommunalités, nous ayons persévéré dans la loi du chiffre, la loi du seuil, qui n'est pas une loi de réalité de proximité. Quand je fais la déclinaison sur mon département, je m'aperçois que 15 ou 20 000, avec les dérogations, cela ne change rien à une intercommunalité près, surtout celle qu'il ne fallait pas forcément toucher. Il valait mieux laisser la liberté aux CDCI pour faire en sorte de s'organiser. Il n'y avait plus besoin de grandes intercommunalités puisqu'on maintenait les départements dans le cadre des grandes régions. Quant au plan financier, il n'a pas été abordé. Quel dommage, puisque la baisse des DGF est particulièrement pénalisante. Au titre de la solidarité pour participer au remboursement des dettes nationales, on baisse les dotations des collectivités, ce qui font qu'elles font des investissements à crédit, donc elles rempruntent. Et c'est la fiscalité locale qui va amorcer la pompe. Donc là aussi, source de complications plus que de simplification. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur le vote de cette loi. Merci. Merci, Monsieur Savary. Bien, je vais mettre maintenant aux voix. Monsieur le Président Guillaume, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous aviez demandé la parole. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Messieurs les Présidents, chers collègues, je n'ai jamais vu un texte réformant les collectivités locales passer largement à l'unanimité, dans l'enthousiasme et sans opposition. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les gouvernements veulent réformer les territoires, on l'a vu à l'époque de Gaston Defferre, il a été cité, pour relire les débats, c'était terrible par rapport à ce qu'on a connu là. Il y avait une vision, la loi Chevènement, c'est une vision, la loi Sarkozy, je me rappelle quand même qu'en 2010, il a fallu aller chercher entre midi et 2 les derniers récalcitrants pour que la loi passe d'une demi-voix ou d'une voix, et enfin celle-là. C'est ça la réalité. Ici, je trouve que nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours. La vision, mon cher collègue,
c'est celle que les parlementaires ont voulu leur donner. Parce que beaucoup d'entre nous n'étions pas favorables, au départ, aux positions du gouvernement. Et je veux saluer le Premier ministre et les ministres, pas tous, qui ont entendu les élus. Et je me rappelle, il y a un an, le Premier ministre, au congrès des maires, des départements, des petites villes, des maires ruraux, etc., qui a dit « Je vous ai entendu et le gouvernement va revoir sa copie ». Non, pas du tout, Madame Procaccia, parce que, absolument, mais simplement, certains d'entre nous voulaient que rien ne bouge. Parce que lorsqu'on est conservateur jusqu'au bout, Monsieur Colomba, jusqu'au bout. Et d'autres voulaient faire évoluer les choses. Est-ce que cette loi va assez loin? Je n'en sais rien. Je sais simplement que les départements continuent à exister, qu'il y a une clarification des compétences et que nous avons évité, grâce au travail du Parlement et notamment, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, grâce au travail du Sénat, nous avons évité des choses que nous ne voulions pas. Nous sommes maintenant à l'issue d'une commission mixte paritaire. Certains sont très contents, ils ne sont pas nombreux. D'autres ne sont pas contents du tout. Ce n'est pas les plus nombreux du tout. Ce n'est pas les plus nombreux. Et d'autres, une grande majorité, se disent peut-être tout ça pour ça. Fallait-il avancer comme cela? Fallait-il faire cela? Mais il y a eu des clarifications. Je ne parle pas du Grand Paris. Il y a eu des clarifications. Il y a eu des avancées. Et je crois que ce pas en avant que le gouvernement nous a permis de faire, il faut le prendre. Il y aura des clarifications des grandes régions, des départements qui perdurent et des intercos. Merci. Merci. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par la Commission. Je vous rappelle donc qu'il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 231 sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire. Nombre de votants 339. Nombre de suffrages exprimés 308. Pour l'adoption 259. Contre 49. Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Voilà pour l'adoption de ce projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de notre République. Ce texte qui répartit les différents niveaux de compétences entre les échelons du territoire. Vous l'avez noté ici au Sénat, la droite sénatoriale a majoritairement voté favorablement à ce texte, contrairement à ce qui s'est passé hier matin à l'Assemblée nationale, où ce texte a également été adopté, mais sans les voix de la droite ni celles du Front de gauche. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site, sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19 h pour 24 heures Sénat, le journal. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.